Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. La consommation du kalaba, en particulier par la femme enceinte, a des conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant. Quelles sont les raisons qui motivent la consommation du kalaba? La réponse à suivre. Ce 22 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau. Cette année, la célébration vise à sensibiliser la population afin d'accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Restaurer le couvert végétal pour atténuer les effets néfastes du changement climatique, c'est la vision de l'ONG CEDV et de son partenaire Graines de Vie. Les deux organisations distribuent depuis quelques années des plans gratuitement à la population béninoise. Bienvenue dans ce journal. La consommation du kalaba par la femme enceinte est devenue aujourd'hui si anodine que personne n'y accorde de l'attention. Et pourtant, ses méfaits sur la grossesse et la santé du fœtus sont irréversibles. Appelé kalaba enfant et argile en français, il ne se digère pas facilement et ses conséquences sur la santé à court ou à long terme seraient dangereuses. Quelles sont donc les raisons qui motivent la consommation du kalaba et à quoi s'exposent ces consommateurs? Les précisions dans ce reportage de Immaculée Ouédété présenté par Reine Ouéha. Consommé par de nombreuses personnes, le kalaba est une substance argileuse que l'on retrouve sur des roches sédimentaires. Mais malgré sa provenance, ce produit est pourtant très demandé. J'ai commencé à prendre du kalaba au moment où j'étais employée et que je travaillais jusqu'au soir vers 17h ou 18h sans rien manger. À la sortie du boulot, je n'arrivais pas à manger un repas pimenté. Le ventre me brûlait. J'ai donc commencé à consommer du kalaba et cela me soulageait. En plus de ce sentiment de bien-être que l'on ressentirait à sa consommation, le kalaba est très apprécié des femmes enceintes. Il soulagerait des nausées. Cette vendeuse tente même une explication. Selon moi, c'est une infection qui est à la base du désir de consommer du kalaba. Et peu importe la vitamine que tu prends, le kalaba aspire ton sang. Du coup, si tu souffrais déjà de cette infection avant d'avoir une grossesse, c'est évident que tu consommes du kalaba. Et pourtant, de l'avis des médecins, la consommation du kalaba est fortement déconseillée. Cela en raison de sa teneur en argile. Sa consommation exposerait la femme enceinte à de graves ennuis de santé. C'est au début de la grossesse et on a besoin de certains produits pour aider la femme pour bien garder sa grossesse. La consommation de kalaba va éliminer ces produits. Le processus normal de la formation du bébé sera un peu entravé. Donc la grossesse peut ne pas évoluer normalement et peut conduire à des fausses couches, à des retards de croissance du bébé dans le ventre ou peut conduire à des décès du bébé. En lieu et place de la consommation du kalaba dont les propriétés seraient sédatives, il est plutôt conseillé de privilégier les aliments riches en fer. Les aliments qui sont riches en fer, nous les connaissons. Nous avons les poissons, nous avons les viandes, les végétaux verts de chez nous. Nous avons aussi les légumineuses, le haricot, le soja, le vanso, le cassoulet, les petits pois, qui sont des groupes alimentaires qui contiennent de très bonnes quantités de fer, de très bons apports nutritionnels en fer. Donc tous ces groupes d'aliments-là, en les mangeant de façon diversifiée, ça peut vraiment combler les besoins en fer et faire en sorte que la femme enceinte ne souffre pas d'anémie. À l'évidence, consommer du kalaba peut donner l'impression de soulager des nausées, de l'ulcère et autres. Mais attention, ses conséquences sur la santé à court et moyen long terme sont dangereuses et parfois même irréversibles. Aujourd'hui, une personne sur 3 n'a pas accès à de l'eau potable. D'ici 2050, jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an. La journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars, est donc une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. La valorisation reste donc un défi. Amandine Anyamboussou.
Ressource limitée et irremplaçable, l'eau est essentielle à notre survie. Elle permet de rester en bonne santé et sauve des vies. Une utilisation efficace de l'eau peut réduire par exemple les gaz à effet de serre. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, mais on doit nécessairement boire de l'eau. Vous savez, au niveau des ressources en eau de façon générale, vous avez la biodiversité. La biodiversité au niveau des plantes, au niveau, n'est-ce pas, des animaux aussi, c'est la même chose. Les ressources en eau aujourd'hui, surtout les eaux de surface, sont indispensables pour l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation en eau. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Au Bénin, des populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Des efforts sont en train d'être faits, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tous les Béninois ont accès à l'eau potable. Quand vous allez à Ganvié aujourd'hui, Ganvié a de l'eau, mais Ganvié n'a pas de l'eau potable. Quand vous allez à Gonvey, dans l'arrondissement de Pélékwa, la commune de Zanyanado, ils n'ont pas de l'eau potable parce que l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau de la nappe phréatique. Je dis des efforts sont en train d'être faits, mais tant que tout n'est pas encore parfait, c'est qu'il reste encore à faire. L'eau a une valeur incalculable et complexe. La valoriser revient à contribuer au développement économique du pays. En promouvant la valorisation des ressources en eau, nous contribuons en même temps à une exploitation durable de ces ressources, mais nous contribuons surtout à l'économie du pays. Parce que vous voyez, l'agriculture, c'est le poumon, n'est-ce pas, de notre économie. Il y a l'industrie, donc toutes les usines qui utilisent l'eau pour faire les diverses transformations. Le commerce et l'industrie touristique aussi, qui attire des touristes. Tout cela contribue au produit intérieur brut du pays et donc à l'économie du pays. Sur nos plans d'eau de façon générale, lorsque on va faire des aménagements tels que les dragages, on pourra faire le transport fluvial. La pisciculture autour de ces plans d'eau, on doit pouvoir le faire. C'est une manière de valoriser. Au niveau des plans d'eau, vous avez des oiseaux, qu'on appelle des oiseaux aquatiques. On peut aussi valoriser ces oiseaux-là en développant, n'est-ce pas, des services écosystémiques autour de tout ça. Donc, essayons au maximum de sauvegarder la valeur de nos ressources en eau. Que ce soit les plans d'eau, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les eaux souterraines, c'est des éléments indispensables pour la vie et nous devons les sauvegarder, les protéger. Le rôle le plus important que joue la valorisation de l'eau se trouve donc dans la gestion de la demande et une meilleure allocation entre les utilisations. L'économie verte se définit comme une économie qui favorise une amélioration du bien-être humain et de la justice sociale tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Elle regroupe des métiers à vocation environnementale parmi lesquels le reboisement. L'ONG Chaque enfant a droit à la vie s'inscrit dans cette logique. Avec son partenaire Graines de Vie, elle distribue des plants aux populations béninoises. L'objectif est de restaurer le couvert végétal. Frédéric Debouche, président de l'ONG Graines de Vie, en parle au micro de Amandine Alianvoussou. L'économie verte, c'est tout ce que l'on va pouvoir produire à travers les richesses naturelles de la terre pour améliorer le bien-être des populations. L'objectif de l'économie verte, c'est d'avoir un monde où il fasse mieux vivre pour toutes les populations. Mais notre secteur d'activité dans le cadre de l'économie verte, nous, c'est le reboisement. Donc nous mettons à disposition des populations qui le souhaitent en Afrique des arbres, gratuitement et bénévolement. Et améliorer à travers cela toutes les ressources alimentaires et économiques des populations. Nous donnons à la population des arbres fruitiers, mais aussi des arbres forestiers qu'ils vont pouvoir planter sur leur terrain, dans leur commune, le long des routes, dans les écoles, pour améliorer le couvert forestier. Et la moitié de ces arbres sont des arbres de rente qui vont améliorer donc les ressources alimentaires et économiques de la population.
Après 2 ans, nous avons déjà 28 pépinières dans 28 communes du Bénin. Vous avez 77 communes, nous sommes déjà donc présents dans presque une commune sur 2 au Bénin. Et notre objectif, c'est d'essayer de faire davantage et de pouvoir donner un maximum d'arbres à tous les gens qui souhaitent en planter. Le Béninois est assez conscient qu'il faut protéger l'environnement parce que vous souffrez également du réchauffement climatique. Les pluies sont quand même fort irrégulières, les problèmes d'eau, de sécheresse, etc. Et donc, comme partout, ces problèmes génèrent une prise de conscience. Et cette prise de conscience ne doit pas rester vaine. Il faut qu'on donne une possibilité aux gens d'agir à travers cette prise de conscience. C'est pour ça que nous venons. Et nous leur disons, oui, il faut bouger, il faut faire quelque chose. La meilleure chose à faire, c'est de restaurer le couvert forestier du Bénin à travers les plantations d'arbres. L'arbre est un puits de carbone. Il absorbe le carbone que nous, êtres humains, nous envoyons de trop dans l'atmosphère. Il est facile de comprendre donc que c'est un moteur très important pour atténuer les inconvénients du réchauffement climatique. Regardez chez vous. Vous avez certainement dans votre jardin un vieil arbre. Qu'est-ce que vous faites quand il fait chaud? Vous allez sous cet arbre. Si vous le coupez, il fera beaucoup plus chaud dans votre maison. Donc il est naturel de voir que l'arbre nous permet d'atténuer les effets de ce réchauffement. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Aliamboso. Le président de la République félicite la Commission béninoise des droits de l'homme pour sa promotion au rang A, un statut honorable qui permet à cet organisme de porter la voix du Bénin dans les instances mondiales dédiées aux droits humains. Patrice Talon a reçu en audience à cet effet les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Une occasion pour eux de rechercher les voies et moyens pour améliorer le contexte national afin de garder la dynamique pour le maintien du certificat après chaque évaluation. Pour Clément Kakochichi, président de la CBDH, cet exploit a été réalisé en moins de 40 mois. Il a également expliqué que la diversité d'opinions des membres de son institution sur des questions liées à la vie, à la dignité humaine, fait son charme et rassure de son indépendance et de la non-ingérence de l'État dans les dossiers dont elle a la charge. Entre satisfaction et fierté, l'engagement est pris pour mieux faire. Renforcement de la coopération entre le Bénin et les Émirats arabes unis. Les deux pays ont signé ce mardi à Cotonou un accord de partenariat. Selon le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, cet accord constitue le cadre qui va permettre au Bénin d'approfondir cette relation avec les Émirats arabes unis. Dans cette dynamique, une délégation béninoise est attendue aux Émirats arabes unis les prochains jours. Le partenariat, basé sur une approche gagnant-gagnant, devrait concerner plusieurs domaines. Et la partie béninoise espère de nombreuses retombées positives. Hajj 2023, les formalités sont officiellement lancées au Bénin. Le gouvernement veut assurer aux pèlerins béninois à la Mecque des conditions optimales pour leur participation au Hajj 2023. L'ambition est de faire mieux que l'édition passée et pour effectuer le voyage, les pèlerins béninois doivent débourser la somme de 3,5 millions de francs CFA. La date limite des inscriptions est fixée au 18 mai. Il faut aussi préciser que cette année, le Royaume saoudien a accordé plus de 4600 places aux pèlerins béninois. Comparé à l'année dernière, le chiffre est en augmentation de plus de 50%. En 2022, le Bénin n'avait été autorisé à envoyer que quelques 2000 pèlerins dans un contexte de pandémie de Covid-19. Au Burkina Faso, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a signé le 17 mars dernier une convention de financement avec l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles portant sur la production de semences de blé d'un coût total de 113,2 millions de francs CFA. Cet accord devrait permettre, selon les autorités, de relancer la production de la céréale en vue de réduire
aujourd'hui les importations qui couvrent la quasi-totalité des besoins de consommation du pays. Selon les autorités, 50 variétés de blé tendre et 49 variétés de blé dur sur la fabrication du couscous sont déjà à l'essai dans la commune de Farakoba, dans la région des Hauts-Bassins. Il faut rappeler que le Burkina Faso avait déjà essayé à plusieurs reprises la production de blé, mais les projets initiés par l'exécutif jusque-là n'ont pas tenu dans la durée. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.